Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue sur le troisième live que je fais sur la maladie alcoolique. Soyez les bienvenus, posez vos questions, n'hésitez pas. Je vais juste attendre quelques instants que les personnes puissent être connectées. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me signifier que vous êtes là et à me poser vos questions, bien entendu. Je vais regarder. Bonjour Rachel. J'espère que le son est bon. Bonjour Nathalie. Ok. Alors, je vais commencer ce live par une des questions qui m'a été posée par message privé. Et voilà, c'était pas vraiment une question, c'était voilà, en début d'abstinence, on rencontre des difficultés à se reconstruire un réseau social et on se retrouve face à la solitude. Euh, Bonjour Valérie. Donc oui, effectivement, quand on sort de la dépendance à l'alcool, quand on sort de ce cycle-là, eh bien, on se trouve confronté à devoir reconstruire sa vie et on est dans un changement de vie. Et donc, il y a déjà dans un premier temps, de manière naturelle, un nettoyage qui se fait autour de nous. Les personnes qui étaient là pour boire avec nous, si c'était dans ce cas-là, ou des personnes qui n'ont pas su nous suivre pendant cette période difficile, qui ont pris des distances, soit pour se protéger, soit simplement parce qu'elles n'acceptaient pas cette situation, peu importe. Et donc, quand on commence ce chemin d'abstinence, eh bien, euh, il y a un réseau social à se reconstruire, il y a des nouveaux amis à se faire éventuellement, il y a des anciens qui vont revenir, et un des moyens, un des très bons moyens qui sont préconisés pour commencer cette reconstruction est d'aller rejoindre une activité extérieure de groupe, que ce soit un sport, un loisir créatif, des cercles de parole, et pas nécessairement sur des cercles de parole concernant la dépendance, hein. Il y a les groupes d'entraide qui sont déjà un très bon moyen de reconstruire un réseau sain. Mais il y a aussi d'autres moyens. Aller rejoindre je sais pas moi, un club de gym, de l'aquagym, quelque chose, une manière de se faire plaisir, mais aussi de rencontrer des personnes en dehors de ce cercle euh, où on ne ferait que parler de ce problème d'alcool, mais vraiment reconstruire sa vie, parce que on n'est pas que malade alcoolique, mais on est aussi des personnes à part entière. La maladie alcoolique, c'est une partie de nous, mais on n'est pas que ça. Et donc, c'est intéressant aussi d'aller rencontrer des nouvelles personnes qui ne sont pas nécessairement au courant de notre parcours avec la consommation d'alcool, et qui donc vont amener une nouvelle dimension à notre vie, et puis sortir de la solitude, surtout parce qu'effectivement, bien souvent, un des paramètres aussi qui engage à boire et qui peuvent être synonymes de rechute, c'est cette solitude qui peut devenir pesante à la longue. Euh, une autre chose aussi qui peut être intéressante à travailler sur ça, c'est euh, cette difficulté qu'on a à supporter la solitude. Pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à supporter cette solitude? Eh bien, parfois, c'est simplement, il y a des personnes qui ne supportent pas du tout d'être seules, et c'est aussi parce que se retrouver seul, c'est aussi se retrouver face à soi. Et donc, se retrouver face à soi, c'est faire face à ses démons, c'est faire face à un certain questionnement, une remise en question, et c'est pas toujours facile. Donc, c'est intéressant de se faire accompagner aussi à ce niveau-là, et bien d'y aller petit à petit. Donc, de commencer par apprivoiser des petits moments de solitude, de faire des activités, de commencer par des petites activités sur des temps réduits, seul,
et au fil du temps aussi, apprécier ces moments qu'on a avec soi. Euh, Parce que ce qui est intimement lié à ça aussi, c'est que bien souvent, on ne s'aime pas et on ne s'aime encore moins quand on sort de la dépendance parce qu'on a vécu des choses pas gaies, on est dans la culpabilité et donc c'est très compliqué de se retrouver face à soi-même dans ces conditions-là et de recommencer à s'estimer. C'est un des travaux aussi à faire dans cette reconstruction qu'est l'abstinence, c'est de se reconstruire une estime de soi, c'est retrouver la confiance en soi. Et même si on a pour coutume de dire oui, ok, le regard des autres, il faut savoir s'en passer, il faut pouvoir penser pour soi, etc. En tout cas, une des premières aides dans le retrouver la confiance et l'estime de soi, c'est de passer par le regard des autres. Pour vous donner un exemple concret, moi je me souviens que lors de ma dernière cure à Malmedy, on avait un groupe qui s'appelait Estime de soi, donc entièrement dédié à travailler sur ça. Et je crois qu'une des toutes premières séances que j'ai faites, eh bien nous avions une feuille et il fallait faire une colonne avec nos défauts et une colonne avec nos qualités. Et la colonne avec les défauts, j'ai pas eu de problème pour la remplir du début à la fin de la page. Par contre, la colonne des qualités, j'ai passé et j'étais incapable d'en mettre une. Et c'est par le regard des autres curistes, enfin, des autres résidents qui étaient avec moi là, qui à l'invitation de l'animateur de ce groupe, ont chacun énoncé une qualité qu'ils me connaissaient puisqu'ils vivaient avec moi depuis quelques semaines. C'est pas un groupe qu'on fait en début de cure. Euh, eh bien, m'ont chacun nommé une qualité et je me suis dit, OK, ces personnes-là sont dans la même situation que moi euh, et en tout cas, ils vivent avec moi et ils me reconnaissent des qualités. Donc, ça m'a aidé à aller chercher en moi et à me dire, OK, bah, peut-être que j'ai quand même ces qualités-là. Et puis après, le travail consiste aussi, bah, continuer à faire des activités valorisantes pour soi, euh, des activités où on se sent reconnu pour ce qu'on est, être entouré de personnes qui nous reconnaissent pour ce que nous sommes et pas nécessairement pour ce que nous faisons. Il y a une grande différence entre être et faire. Et donc, ça fait partie aussi de ça et de pouvoir apprivoiser cette solitude parce que voilà, quand on est célibataire, parfois sans enfants, ou si les enfants sont grands et qui sont partis faire leur vie, on se retrouve confronté à cette solitude. Si on a Parce que souvent aussi, quand on sort de dépendance, ben, il arrive qu'on n'ait plus d'emploi, donc on doit aussi se reconstruire à ce niveau-là. Donc on se retrouve aussi d'autant plus seul les journées et, euh, et donc pouvoir apprivoiser cette solitude et faire avec est extrêmement importante. Euh, et puis s'autoriser de sortir et sortir aussi de ce statut de malade alcoolique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une étiquette qui est collée sur le front et quand on va quelque part, ça ne se voit pas nécessairement qu'on a eu ce problème-là. Et donc, oser s'affirmer, oser aller à l'encontre des autres, aller à la rencontre des autres surtout, en tant que personne, et oser s'affirmer simplement, simplement. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à la question de la personne qui était venue vers moi pour ça, mais c'est un chemin difficile, oui. Je vais dire que, à mon sens et de par mon parcours personnel, la première année d'abstinence est assez difficile parce que, ben voilà, on met en place des choses, on expérimente d'autres, on découvre cette nouvelle vie sans alcool parce que pour beaucoup c'est une découverte et puis de toute façon la vie change après l'alcool, même si on a eu une vie avant l'alcool et qu'on a eu un passage par l'alcool. Eh bien, après, bah, il y a des... C'est une nouvelle vie et donc on découvre de nouvelles choses. Euh, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont rejointes, donc bonsoir tout le monde. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, vraiment sentez-vous libre. Si je ne sais pas vous répondre, ben, je vous le dirai et sinon je ferai de mon mieux en tout cas. Alors, j'ai encore une autre question qui m'est arrivée donc en message privé. C'est
Quel est le rapport entre l'alcool et la timidité? Euh, la personne qui m'a posé cette question euh, me dit que c'est une des choses qui l'a poussée vers l'alcool. Et effectivement, quand on commence à boire très souvent, l'alcool a une fonction dans notre vie, c'est-à-dire qu'elle nous aide à faire quelque chose ou à atteindre quelque chose ou à supporter quelque chose. Ici, dans le cadre de la timidité, eh bien, l'alcool vous a aidé à dépasser cette timidité, à vous sentir moins timide, puisque l'alcool a un effet psychotrope et désinhibiteur. Et votre cerveau, il a enregistré ça. Leur cerveau, il enregistre surtout tout ce qui marche. La douleur, on ne s'en souvient pas. Les mauvais souvenirs, on s'en souvient, mais ce sont plutôt le cerveau, en tout cas de manière systématique, il enregistre le plaisir qui nous est apporté par certaines choses. Et c'est aussi pour ça qu'on retourne à l'alcool. Et probablement, donc voilà, votre cerveau, il a enregistré ça que c'était beaucoup plus facile d'aller vers les autres en ayant bu un verre. Et c'est très souvent ce qui se passe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en préparant cette question, je voulais quand même attirer l'attention sur le fait que, et féliciter tous les abstinents, et moi y compris, que honnêtement, je pense que nous menons une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus intense parce que voilà, nous n'avons aucun psychotrope qui modifie notre perception de la réalité. Donc les émotions, on les vit beaucoup plus intensément, quelles qu'elles soient, agréables ou désagréables. Mais c'est aussi la possibilité de, euh, enfin, c'est une fierté pour nous d'aller au-devant des choses de la vie sans avoir recours à un verre. Beaucoup de personnes, quand elles ont quelque chose qui va être difficile à surmonter, eh bien, alors sans être malade alcoolique, attention, hein, mais simplement ont besoin d'un verre pour oser aller à la rencontre des autres. Et moi, j'ai fait comme tout le monde. Moi, quand je sortais, peut-être pas tout au début de mes sorties, mais après, à un moment donné, je me suis rendu compte que, bah oui, quand j'avais bu un coup, j'avais un tempérament extrêmement timide. Et quand j'avais bu un coup, c'était beaucoup plus facile pour moi d'aller vers les gens que je ne connaissais pas, d'engager la conversation, d'oser engager la conversation sans attendre qu'on vienne vers moi nécessairement. Et ça fait partie de mon travail de reconstruction. C'est bah, d'aller à la rencontre des autres, de faire des choses qui me pèsent, qui parfois me poussent à sortir de ce qu'on appelle ma zone de confort, d'aller au-devant de mes peurs sans avoir recours à aucun artifice, que ce soit ni alcool, ni médicaments, ni drogue. Et donc, oui, c'est lié. Maintenant, je ne pense pas que ce soit uniquement la timidité qui vous est plongée dans l'alcool. C'est un des facteurs. Il ne faut pas oublier que la maladie alcoolique est une maladie biopsychosociale et que donc, il n'y a pas, en général, pas qu'un seul facteur. Ça fait partie c'est un des facteurs qui a un rapport, mais très certainement, il en a un, oui. Donc ici, le travail, eh ben, oui, c'est de travailler sur cette timidité qui peut être maladive et alors là, peut-être aller consulter, je sais pas, un coach ou un psy hein, ou une psy pour vous aider à dépasser cette maladie, cette timidité maladive plutôt, et oser aller à l'encontre des autres ou faire des choses sans avoir besoin de consommer quoi que ce soit. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, enfin, je pense avoir répondu à la question. Euh, et c'est oui, c'est aussi là le danger avec nos jeunes. Hein, c'est quand on est jeune, évidemment, surtout là les jeunes qui commencent à consommer de plus en plus tôt. Mais quand on est adolescent, on manque de confiance en soi, on est mal dans sa peau. Et quand on est en sortie et qu'on boit un coup, on s'aperçoit ben ouais, c'est plus facile d'aller vers les filles ou les filles d'aller vers les garçons, de répondre aux invitations. Et c'est là le piège aussi de se trouver, le cerveau, il enregistre cette information et pour peu qu'il y ait d'autres facteurs qui puissent favoriser la dépendance, ben voilà. Donc il faut être attentif. C'est une expérience à vivre. Je pense que tout le monde l'a vécu, euh, mais il faut rester vigilant, en tout cas, je dirais, et faire attention que quand ça devient systématique et quand on s'aperçoit que, ben oui, pour faire quelque chose qui nous fait peur, on a besoin de prendre un verre, ou il y a des questions à se poser
Et en tout cas, une fois si on était timide et qu'on est passé par ce problème de maladie alcoolique, je pense que c'est un point important à travailler. C'est travailler cette timidité, oser, la confiance qui est liée à la confiance en soi aussi et à l'estime de soi pour se reconstruire et vraiment pouvoir mener une abstinence heureuse. Je vais regarder si on a l'image est statique et je n'ai pas de son. Ah, ok. Ah, ça marche. Ok, ça marche très bien. Donc, voilà, je n'ai pas de questions en direct. C'est très bien. On dirait que mes réponses vous satisfassent, mais j'imagine que vous devez peut-être en avoir ou des réflexions, des sujets de débat, des thèmes que vous souhaiteriez aborder, voir aborder qui tournent autour de la dépendance et de l'addiction. Surtout, n'hésitez pas. Sinon, eh bien, je vais commencer par vous parler, en attendant vos questions, je vais commencer par vous parler d'un outil dont j'ai fait un petit peu de pub sur ma page, c'est la pleine conscience. La pleine conscience est un outil que j'ai découvert lors de ma dernière cure et que j'ai utilisé, appris à utiliser régulièrement dans ma vie courante. C'est un outil qui m'a très fortement aidé dans la gestion de mes envies et qui aujourd'hui a bien dépassé le domaine de la dépendance et qui m'aide, enfin, qui me permet en tout cas de vivre une vie beaucoup plus en connexion avec ce que je suis, de gérer beaucoup mieux mes émotions, éventuellement les choses qui m'arrivent qui arrivent dans ma vie, dont je ne suis pas nécessairement responsable, mais en tout cas la manière dont j'y réagis. La pleine conscience, c'est quoi? C'est donc quelque chose qui a été initié par John Kabat-Zinn, qui est un médecin américain et qui a tiré ça du bouddhisme, mais qui a vraiment retiré tout aspect spirituel ou religieux de cette technique et qui en a retiré uniquement ce qui peut convenir à notre société actuelle sans avoir nécessairement besoin d'avoir une ouverture spirituelle au bouddhisme ou autre que sais-je. Cet outil consiste en quoi? Eh bien, c'est simplement accepter avec bienveillance et curiosité, dans un premier temps, ce qui se passe en nous face à une personne, à un événement qui se passe dans notre vie, euh, et juste pendant un moment, devenir le spectateur de ce qui se passe, être à l'écoute de ce que notre corps nous dit aussi par rapport à ça, et prendre le temps de se poser. Et l'idée dans la pleine conscience utilisée dans le traitement des addictions est de sortir du pilote automatique. Il faut savoir que donc quand on est dépendant, quand on est addict, un de nos traits de caractère est l'impulsivité. C'est d'ailleurs une des raisons probablement qui nous a fait nous tourner aussi vers un produit, l'alcool ou une drogue, c'est que les résultats est immédiat quasi. Hein, dès que il y a quelque chose qui ne va pas, on a une émotion forte, on tend la main, on prend un verre, eh bien quasiment dès les premières gorgées, bon, quand le seuil de tolérance augmente, il faut en boire un peu plus, mais les premiers effets en tout cas commencent à se faire sentir. Et donc, c'est ce caractère impulsif qui nous amène à ça et aussi euh, qui fait que c'est devenu notre manière de fonctionner. On fonctionne en pilote automatique. Pendant un certain nombre d'années, plus ou moins long, ça dépend des personnes, mais ça n'a pas d'importance, c'est un chemin qui est inscrit en nous, qui est profondément inscrit dans nos cellules. Euh, donc, et si on ne réagit pas en pleine conscience face à des déclencheurs, face dans une situation à risque de rechute, et qu'on se laisse aller à fonctionner en mode pilote automatique, surtout en début d'abstinence et même par la suite, ça peut nous rattraper encore. On pense avoir tout géré et puis finalement on n'a pas tout géré. Et bien, notre pilote automatique se met en mode fonction et donc on tend la main et on boit un verre. L'idée dans la pleine conscience prévention de la rechute, c'est de sortir du pilote automatique et d'agir en conscience. Déjà, alors ça se fait donc, c'est un parcours sur 8 semaines, des groupes qui ont lieu une fois par semaine, avec un travail quotidien, un investissement personnel et quotidien, pour juste réapprendre
à ressentir ses émotions, à ressentir son corps, ce qui se passe dans son corps quand il y a une telle ou telle émotion, quand il y a telle ou telle pensée, être attentif aux pensées qui nous viennent et quelles sont les émotions que ça provoque. Où se situe la joie dans notre corps? Tiens, quand je suis joyeuse, qu'est-ce que je ressens? Ça se passe où dans mon corps? Quand je suis angoissée, ça se passe où dans mon corps? Quand je suis tendue, ça se passe où dans mon corps? Et voilà, prendre le temps d'être attentif à ça, d'accepter ça. C'est aussi ça, la pleine conscience, c'est l'acceptation de ce qui est dans le moment présent et simplement aussi, bien, à partir de là, donc c'est prendre un moment pour se poser, surtout en cas de craving, donc qui est une envie irrépressible de consommer. Prendre le temps de se poser et de se dire, OK, donc là, il se passe ça, comme ça dans mon corps. Je suis dans telle émotion. Mon corps, voilà, s'est tendu là. Voilà, j'ai envie de pleurer, peut-être, ou j'ai envie de rire, je sais pas. Et puis maintenant, que puis-je faire ou que puis-je ne pas faire euh, pour ne pas avoir le réflexe automatique de consommer une substance, de consommer de l'alcool. Et c'est là vraiment tout l'intérêt. Bon, il y a un travail en amont et on commence à faire ça dans les 8 semaines, mais c'est pas un travail qui va s'arrêter au-delà des 8 semaines. C'est pas juste faire un groupe pendant 8 semaines pour découvrir la pleine conscience. L'idée, c'est vraiment que ça devienne dans votre manière de fonctionner, une manière de vivre. Et aujourd'hui, cette manière de vivre, pour moi, a dépassé le seuil, le stade du maintien de l'abstinence. Et, et, euh, et ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Alors, je ne vis pas en permanence en pleine conscience. Hein, je suis pas Bouddha, ni lama, ni autre. Euh, j'ai des moments de pilote automatique comme tout le monde, mais j'ai de plus en plus de moments en pleine conscience où, voilà, je me reconnecte et simplement, je vis le moment présent et j'accepte ce qui est dans le moment présent. Et le fait d'accepter quelque chose permet aussi déjà de diminuer la pression, de diminuer l'angoisse. Le fait d'accepter les envies, c'est pas grave d'avoir une envie. C'est normal, ça fait partie de nous. Et je pense que effectivement, les envies, elles deviennent de moins en moins fortes et de moins en moins fréquentes au fil du temps, mais on en aura toujours. En tout cas, de mon expérience, j'en ai toujours. Ça va bientôt faire 5 ans que je suis abstinente. Des personnes que je connais et que je côtoie qui sont abstinentes depuis de nombreuses années, il leur arrive encore, à l'occasion, d'avoir des envies. Alors, je devrais plutôt même dire des pensées. Ce sont plus des pensées. Hein. Pour moi, l'envie, c'est quand aussi l'eau vient à la bouche et que vraiment là. Mais ça devient plus des pensées. Tiens, je m'en boirais bien une parce que là, j'ai vraiment mal et ça me ferait passer le mal. Ou là, j'en peux plus. J'ai juste envie de péter un plomb. Si je buvais un coup, ça me soulagerait un peu. Tout en sachant très bien que derrière, ça va peut-être faire cet effet-là sur le moment présent et encore la culpabilité étant derrière. Je ne pense pas que l'effet escompté en tout cas, penser sur le moment d'impulsivité soit au rendez-vous. Donc, voilà en résumé en quoi consiste cette méditation pleine conscience, prévention de la rechute. Et quand il y a terme de méditation, ça ne veut pas dire, allez, le stéréotype que peut-être on peut avoir de la méditation en position du lotus à Aum. Non, pas du tout. C'est simplement se reconnecter à ce qu'on est, à ce qui est dans le moment présent et observer ça. Et ramener, alors au début, évidemment, l'esprit, il part dans 100 000 pensées. Oui, je suis là, ce groupe-là, mais qu'est-ce que je vais faire à manger à souper en rentrant? Non, stop. On s'aperçoit de ça. Ça, c'est la première étape. C'est de prendre conscience que son esprit, il est en train de vagabonder et on le ramène. Et puis, il va repartir et on le ramène. Et il repartira et on va le faire des dizaines de fois. Mais c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du fonctionnement. Et c'est vraiment un outil, même un outil de vie exceptionnel, euh, qui permet vraiment, vraiment, vraiment de gérer sa vie de manière différente. Alors, ça ne veut pas dire non plus ne pas avoir de projet, ne pas se tracasser pour des choses à venir, etc. C'est juste aussi être, OK, j'ai des projets comme ça, j'ai ces projets-là, mais aujourd'hui,
que puis-je faire dans le temps que j'ai, qui m'est imparti aujourd'hui, parce qu'on a tous des obligations dans la vie, mais dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, que puis-je faire pour simplement avancer dans ce projet? Euh, alors, je vois ici un commentaire. Nacera, faux, on meurt de tes conseils. Je suis désolée, Nacera, si vous pouvez m'éclairer un peu, parce que là, je ne comprends pas bien. Voilà. Et donc, pour en revenir à la pleine conscience, c'est vraiment, je sais pas d'autres mots, mais c'est vraiment un outil exceptionnel pour la vie de tous les jours. Oui, j'en étais au projet, excusez-moi, ça m'a fait perdre un petit peu le fil de mes idées. Voilà. Et donc, dans mon projet que j'ai, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, j'ai 1 heure de temps, donc je vais pouvoir, je vais essayer de commencer peut-être à rédiger ce qu'il me faut rédiger là. Et demain, je ferai autre chose. Mais demain est un autre jour et je ne me tracasse pas pour ce qui se passera demain. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait ce que je pouvais dans le moment présent, avec le temps qui m'était imparti, avec celle que je suis ce jour-là, dans mes émotions, etc., dans ma forme physique, j'ai fait ce que je pouvais. Et ça me fait penser d'ailleurs à autre chose qui, moi, m'a beaucoup aidé et m'aide toujours dans ma vie de tous les jours, ce sont ces 4 accords Toltec. Hein, donc, c'est ne fais pas de suppositions, que ta parole soit toujours juste. Ça veut dire que, en tout cas, ce que tu dis, tu le penses et ne pas jeter des mots pour blesser simplement ou pour faire du vent, entre guillemets. Et aussi, ça, donc ça, c'est 2. Le troisième accord Toltec, c'est bah, tu fais toujours de ton mieux. Et oui, nous faisons toujours de notre mieux. Il faut prendre en considération que chaque jour, on fait de notre mieux avec ce que nous sommes au moment présent, avec la forme physique que nous avons au moment présent, avec l'humeur que nous avons, avec les émotions dans lesquelles nous sommes, avec la situation, l'entourage dans lequel nous sommes, on fait de notre mieux. Donc ça, c'est le troisième. Et le quatrième, c'est toujours un problème. Je l'oublie toujours, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important parce que c'est surtout ces trois-là qui, moi, m'aident à venir. Et dans le fait, ne fais pas de suppositions, c'est aussi quand vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit des amis ou un partenaire amoureux ou euh, comment vos parents ou vos enfants, euh, on a toujours, on a très souvent, je vais pas dire toujours, et en tout cas c'était ma part, oui mais je sais déjà ce qu'elle va dire parce que je la connais, quand si je vais lui dire ça, elle va me répondre ça. Stop. Parfois on peut être surpris, il faut donner aussi la chance à l'autre. Nous on peut changer, mais l'autre peut changer aussi. Parfois pas, parfois il y a des causes perdues. Mais bon. Euh, et, mais il faut cesser de faire des suppositions. En plus, en faisant des suppositions, on se met des barrages à nous-mêmes et on commence à se ruminer pour des choses qui n'existent pas. Et ça m'emmène à penser aussi à une prière, la prière des AA, qui est quand même très juste. C'est alors Dieu, bon, ça chacun met le terme qu'il veut. Il n'est pas obligé de dire Dieu, mais donne-moi la force d'accepter les choses que je peux changer, la sagesse de distinguer, d'accepter les choses que je ne peux pas changer, la force de changer celles que je peux et la sagesse de distinguer les deux, quelque chose comme ça exactement. J'ai plus le terme en tête, mais c'est pas grave. Euh, et c'est ça, c'est simplement accepter que ben, les autres, vous n'allez pas pouvoir les changer, mais donnez-leur aussi la possibilité de changer. Et, euh, et, et, et en plus, ben, c'est ruminer sur des choses qui, de toute façon, ruminer sur le comportement de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas pouvoir y influer nécessairement. Donc ça sert à rien. Contentez-vous de travailler sur vous et accepter, et en fonction de ce que l'autre va vous renvoyer, ben, vous réagirez avec ce que vous êtes et essayez de le faire en pleine conscience aussi, et pas de manière impulsive et spontanée. Euh, donc voilà. Alors, si on ne
Donc ici, j'ai une question de Myriam. Bonsoir Myriam. Si on ne peut participer aux 8 semaines, que nous conseilles-tu? Des livres? Bonsoir Aurélie. Oui, bien sûr, il existe différents livres, euh, en tout cas pour appréhender la pleine conscience, dont je pourrais vous mettre les liens dans les commentaires après la vidéo. Et aussi des livres de développement personnel qui vous ramènent au moment présent. Il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Le moment présent, qui est un très très bon livre qui existe en format poche. Il y a Christophe André qui traite de la méditation pleine conscience aussi. Je crois que le titre de son livre à lui, c'est Méditer jour après jour. Euh, et, et il y a beaucoup d'articles aussi à lire sur la méditation pleine conscience. Euh, mais je mettrai les liens avec les titres corrects et les auteurs corrects parce que là, il y en a tellement que j'ai un peu du... je vais pas commencer à faire la liste et de toute façon, je les ai plus tous en tête parce que j'ai tellement lu de choses aussi avant de faire cette formation puisque je l'ai pratiquée moi-même avant de faire une formation pour pouvoir être instructeur. Et puis, qui sait, Myriam, peut-être qu'un jour, je viendrai faire une formation dans votre côté, hein. Je suis ouverte à tout, je me déplace. Voilà. Euh, Myriam, voilà, je mettrai donc, comme je l'ai dit après la vidéo, quelques liens que vous pourriez. Alors, Nacera, ton expérience pour ceux qui refusent l'acceptation est important pour combattre la dictologie. Belle référence, quatre accords Toltec. Nathalie, pas de jugement, s'il te plaît. Alors, je ne juge personne, je ne pense pas avoir posé de jugement, je donne des conseils. Les conseils que je donne sont donnés de par mon expérience personnelle et Nacera, si voilà, si vous ne m'avez pas suivi, ben, j'ai un parcours qui me permet, je pense, enfin, j'ai vécu pas mal de cures et d'expériences avant de pouvoir m'en sortir et c'est mon support. Et à côté de ça, eh bien, j'ai fait une formation professionnelle en addictologie et je ne fais que donner des conseils. Je n'impose rien à personne. Après, moi, je propose et vous disposez. Donc voilà, je ne pense pas avoir jugé et en tout cas, si jamais j'ai mis un jugement dans la façon de m'exprimer, eh bien, je vous prie de m'en excuser parce que c'est pas du tout mon intention. Je ne suis pas là pour juger et qui suis-je pour juger quelqu'un d'autre? Euh, je n'accepte pas qu'on me juge et je ne me permettrai certainement pas de juger quelqu'un d'autre. Par contre, voilà, mon expérience pour ceux qui refusent l'acceptation, euh, enfin voilà, je ne dis pas non plus, je sais pas, je comprends pas très bien Nacera. J'ai pas l'impression de dire non plus qu'il faut accepter d'être malade alcoolique, non. Mais en tout cas, si on va par là, c'est le premier pas, c'est accepter qu'on est malade et à ce moment-là, commencer une démarche pour s'en sortir. Et dans la vie de tous les jours, de toute façon, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, donc vous êtes obligé de les accepter et simplement de réagir avec ce que vous êtes. Euh, Combattre la dictologie, voilà, je fais de mon mieux en tout cas. Je ne prétends pas non plus avoir la science infuse ni connaître la vérité sur tout. Moi, ce que je vous partage sur ma page, dans mes lives, dans les témoignages dans les différents médias que je fais, c'est d'une part mon expérience, éventuellement pour redonner de l'espoir à ceux qui se trouvent dans cette situation, parce que, ben oui, j'ai fait 18 cures, il m'a fallu 18 cures pour s'en sortir, passant d'une semaine à 6 mois et demi pour la plus longue. Donc, tout n'est pas perdu. Et si j'ai fait cette démarche-là, c'est parce que moi, après ma première cure, dans ma tête, je m'étais dit, on n'a droit qu'à une seule cure. Et donc, moi, j'ai grillé ma chance et la cure, c'était l'ultime chance de m'en sortir. Et donc, c'est là que j'ai fait ma première tentative de suicide parce que je ne trouvais pas de sortie pour de cette prison qui était l'alcool. Donc, si je peux éviter à d'autres d'en arriver là, eh bien, et même si ce n'est qu'une seule personne parmi toutes celles qui pourront lire ou voir mes témoignages, parce que j'ai pas l'intention de m'arrêter là,
Et d'autre part, c'est pour faire connaître cette maladie qui est encore trop taboue et qui donc, du fait qu'elle est taboue, les gens ont honte d'en parler, ont honte d'admettre qu'ils ont un problème. Et si on est dans la honte et si on n'ose pas admettre qu'on a un problème, on n'ose pas demander de l'aide. Or, il y a des gens qui s'en sortent tout seuls, mais ils sont très rares. On a besoin d'aide pour sortir de cette maladie. Et donc, voilà, mon expérience, c'est à ça qu'elle sert. Euh, je fais ça avec mon cœur, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je le fais avec mon cœur, absolument pas dans le jugement. Et c'est comme ça que j'utilise mon expérience. C'est juste pour vous aider. Maintenant, je n'ai aucune prétention de détenir la vérité absolue ou quoi que ce soit. Et s'il y a des questions que vous me posiez auxquelles je ne pourrais pas répondre, eh bien, je n'aurai aucun problème à le dire également et à vous renvoyer soit vers d'autres personnes pour poser cette question, soit à vous dire je vais chercher les réponses ailleurs et je reviens vers vous après. Parce que il y a d'autres personnes à qui je peux poser des questions et il y a d'autres personnes à qui vous pouvez poser des questions aussi. Je n'ai pas la prétention d'être la seule et unique non plus. Je pense que nous sommes très nombreux à vouloir, en tout cas, partager cette expérience pour aider ceux qui sont, parce qu'on sait quelle souffrance c'est. Voilà. Bonjour Maric, depuis la Suisse. Et Nacera, j'espère avoir répondu à votre commentaire. Aurélie, je voudrais savoir si c'est normal que la personne alcoolique ait des réactions complètement disproportionnées, c'est-à-dire que le lundi, je suis hyper bien reçue et le mardi, il désire être seul et ne veut voir personne. Oui, il faut savoir que donc quand on est malade alcoolique, euh, bien, l'alcool, comme je l'ai dit, est un psychotrope. Donc elle modifie notre perception du vécu, mais elle exacerbe aussi nos états d'humeur. Ça veut dire qu'il se peut, et attention, je dis bien il se peut, je ne dis pas que c'est ce qui est chez la personne dont vous me parlez, mais il se peut que, voilà, par exemple, ben, lundi, il était de bonne humeur et qu'il a bu un petit coup, euh, eh bien, ça va exacerber son humeur. Et donc, vous allez être super bien reçu. Et puis, mardi, ben, il se lève avec, comme ça peut nous arriver à tous, il y a des jours où on se lève un petit peu moins de bonne humeur, ou beaucoup moins, ça dépend. Euh, et s'il boit sur cette humeur-là, si je peux utiliser l'expression, eh bien, ça va aussi exacerber cette humeur-là et donc faire que, ben oui, il va réagir tout à fait en voulant se retrancher, ou bien ça peut être que il ne faut pas, il faut savoir aussi que quand on est malade alcoolique, il y a le regard des autres qui est pesant sur nous, mais je pense que celui qui est le plus pesant, c'est le regard qu'on porte nous-mêmes sur nous, parce qu'on est le plus dur, on est on est vraiment plus dur envers nous-mêmes que vous puissiez l'être envers nous. Et on ne le partage pas nécessairement parce que c'est difficile pour nous de partager nos émotions, notre ressenti par ça. C'est difficile, voire quasi impossible de nous exprimer par rapport à nos émotions. Mais sachez bien que vous souffrez, nous souffrons aussi. On est conscient, même si on ne l'admet pas, et si on ne se l'admet peut-être même pas à son conscient à soi, de la situation, et on se flagelle, on s'auto-flagelle bien durement. Et donc, c'est peut-être aussi que, voilà, ça peut être que c'est trop dur pour lui de vous voir ce jour-là parce qu'il est dans un de ces jours où il supporte pas d'être vu. Parce qu'il se rend bien compte que sa situation est pénible et que c'est difficile d'en sortir et qu'il a juste pas envie d'être vu. Euh, voilà. Maintenant, ça ne reste que mes interprétations par rapport à mon expérience et à ce que j'ai pu rencontrer aussi euh, des personnes. Myriam, ce serait super. Oui, je ferai une petite liste, peut-être pas directement ce soir, mais en tout cas demain ou très rapidement, dans la mesure de mes possibilités, je ferai cette petite liste de livres à vous conseiller par rapport à la pleine conscience. Euh, alors, Aurélie, je sais qu'il souffre, mais je me sens rejetée alors que d'un autre côté, il fait des petits efforts pour moi. Je sais que c'est pas facile une relation de proche par rapport à une personne dépendante. Euh, et peut-être un conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de vous faire accompagner vous aussi. Parce que vous êtes importante aussi et c'est bien pour nous. Nous avons besoin aussi de nous faire aider. Je pense que les proches aussi. Et on néglige parfois trop souvent cet aspect-là. Donc peut-être
envisager aussi de vous faire aider ou de vous avoir des lectures pour vous aider à gérer ces situations. Peut-être des attentes que vous avez par rapport à lui qui ne sont pas rencontrées, c'est de peut-être de lâcher prise par rapport à ces attentes, en tout cas un temps, euh, et de juste être là pour l'accompagner et d'accepter par contre, par exemple, de passer simplement des bons moments avec lui. Euh, Voilà, bah oui, comment dois-je agir pour ne pas braquer? Alors, je pense qu'une des meilleurs moyens de communication, et ça, je pense qu'on peut l'adapter à tout le monde, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. C'est-à-dire, et je vais résumer, je vais pas entrer trop dans le détail, mais de parler en jeu. C'est-à-dire exprimer ce que ça vous fait de le voir, vous, exprimer ce que ça vous fait, vous, de le voir dans cette situation-là. Euh, donc c'est je me sens triste, je suis triste, ou j'ai l'impression d'être rejetée quand tu réagis comme ça, et ça me blesse, je me sens abandonnée, euh, ou j'apprécie les bons moments que nous passons ensemble, j'aimerais en passer plus. Euh, Éviter en tout cas d'entrer dans le tu. Tu fais ci, tu fais ça, parce que le tu tue, comme on dit, et donc voilà, euh, lui rappeler que vous l'aimez aussi, c'est important. Pour l'aider à sortir, il faut savoir que quand on est dans la dépendance alcoolique, on ne voit plus que ça de nous. On ne se considère plus que comme alcoolique, on ne voit plus rien d'autre. Et on n'est pas que ça. Même quand on boit, on reste un papa, une maman, un compagnon, une compagne, une femme, une épouse, une fille, une mère, enfin voilà. Et nous, on oublie ça aussi, nos proches aussi, parce que la maladie alcoolique, évidemment, prend beaucoup de place. Mais avec des proches aussi, ben, une des choses que vous pouvez faire, c'est de lui rappeler que, euh, en tout cas, les qualités que vous lui connaissez. Et parce que si vous êtes toujours avec lui, c'est que vous l'aimez. Et si vous l'aimez, c'est qu'il y a des choses que vous appréciez chez lui aussi. Donc, c'est important de pouvoir le lui rappeler aussi. Ça pourrait être un moyen de l'aider. Euh, Maintenant, essayer de le pousser à faire des choses qu'il n'a pas envie pour sortir de la dépendance. Voilà, ça, c'est pas le bon moyen. Le déclic et la démarche doivent venir de lui. C'est un des premiers gages de réussite. C'est pas un gage certain de réussite, mais en tout cas, c'est un des premiers gages. C'est que la démarche vienne de la personne elle-même. Euh, et oui. Euh, je ne sais pas, Aurélie, si vous, comment vous vous comportez avec lui, si vous pointez du doigt quand il a bu, t'as encore bu, ou je sais que t'as bu, est-ce que t'as bu? Euh, Enfin, quand vous le voyez qu'il a bu, vous le savez qu'il a bu. C'est pas la peine de le dire. Il le sait aussi. Par contre, ce que vous pouvez vous exprimer, comme je viens de dire, ben, je suis mal à l'aise ou je n'apprécie pas parce que ça me fait me sentir comme ça ou comme ça. Ou voilà, aborder plutôt de cette manière-là. euh, je pense qu'en tout cas, la communication est bien meilleure quand on utilise ce moyen-là. Merci, Nacera. Vivre le moment est très bien. Euh, Bonjour, sache pas. Euh, c'est moi, j'attends. Et Abdel, je pense avoir répondu. Je vois pas les moments des commentaires, c'est un peu différent. Excusez-moi. Oui, le moment présent. Oui, ça. Oui, tout à fait ça. Oui, je vois pas les moments de vos commentaires, c'est un petit peu ennuyeux. Je vais voir si je sais voir autrement. Comprenez-vous les alcooliques? Alors, une question donc de Serge. Comprenez-vous les alcooliques qui arrivent à gérer leur consommation? Euh, oui, maintenant, il y en a très très peu qui arrivent à gérer leur consommation sur du long terme, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'expérience et tout ce que je peux lire, et tout ce que les personnes que je peux rencontrer, les différents centres de cure, etc. Si on est vraiment un malade alcoolique, gérer sa consommation, ça ne dure pas. À un moment donné ou à un autre, en tout cas, on prend de fort, la personne qui fait ça prend d'énormes risques
parce que, alors ça peut durer des années d'arriver à gérer sa consommation, hein, attention, hein. Euh, et puis il peut arriver quelque chose dans la vie qui fait que, et alors là très vite c'est, euh, donc voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Et aussi, euh, moi je pense, par mon expérience personnelle, par ce que j'ai appris en formation également, il est beaucoup plus difficile de gérer sa consommation, en tout cas quand on est malade alcoolique, de gérer sa consommation que de vivre une abstinence. Mais ça, voilà, l'être humain est un peu comme un enfant, il a besoin d'expérimenter. Et donc, je pense, en tout cas, ceux qui sont abstinents aujourd'hui, on a tous essayé de gérer. Et je vous cache pas que si un jour la médecine sort un médicament miracle euh, qui me permet à nouveau à ce moment-là de régler le dysfonctionnement qu'il y a dans mon cerveau et donc de consommer comme tout le monde, bah oui, je le prendrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans ma consommation, enfin, dans ma maladie, je ne suis plus capable euh, de gérer ma consommation simplement parce qu'il y a un vrai dysfonctionnement dans mon cerveau. Voilà. Je me permets, je vais boire un petit peu d'eau parce que je tarde beaucoup. Voilà. Euh, donc oui, je les comprends. Maintenant, ça peut être une approche qui est... alors, il y a quelques années, dans la doctologie, le conseil qu'on donnait immédiatement à une personne qui se présentait pour un problème de consommation d'alcool était, bon, il faut arrêter de boire. Mais ça, c'était avec le risque que cette personne, ça soit trop difficile pour elle à ce moment-là, et donc qu'elle ne puisse s'engager à faire ça. Et donc, elle retourne simplement dans son alcoolisation et elle renonce à un chemin vers l'abstinence. Aujourd'hui, l'idée en addictologie est d'accompagner les personnes déjà à découvrir par elles-mêmes que c'est très difficile de gérer, et puis de les accompagner dans un chemin avec bienveillance. C'est-à-dire que s'il faut commencer par une diminution de la consommation, et si la personne y arrive, eh bien pourquoi pas, en sachant très bien que, in fine, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est quand même l'abstinence qui est le plus facile et qui est le mieux, qui est le résultat optimum, parce que voilà, gérer sa consommation, comme je vous l'ai dit, ça peut durer un temps, parfois très long, mais on prend des risques ce risque est de, à un moment donné, il arrive quelque chose dans votre vie et puis vous vous mettez à consommer et à chuter très vite, parce qu'aussi le seuil de tolérance est impliqué. Donc voilà, je me permets de regarder si j'ai des autres questions en message privé. Et en attendant que ça charge, parce que je n'arrive pas à les voir ici, ça ne veut pas charger. Voilà. Alors, que... Alors ici, j'ai une question. Attendez, je vais juste faire un tour. Je vais m'arrêter là. Euh, je vais revenir en arrière. Fabienne, est-ce que tu peux me dire si ça marche maintenant chez toi? Parce que je vois que ce soir, impossible, ça cherche pas et pas possible de voir. Donc, fais-moi juste un petit coucou. Euh, voilà. Oui, Aurélie, je vois. Ben oui, on se dévalorise parce qu'on n'a plus aucune estime de soi et de confiance en soi par rapport à votre compagnon. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le revaloriser, l'aider à se revaloriser. Alors, je vais revenir ici à ma question en message privé. Aider un ami alcoolique nous aide-t-il lorsqu'on est alcoolodépendant? Oui, c'est quelque chose qui aide et qui est nécessaire. Ou en tout cas, euh, euh, qui est très porteur. Cependant, il faut voir à quel moment de votre abstinence vous le faites et dans quelle mesure vous le faites. C'est-à-dire que vous pouvez aider quelqu'un en
lui partageant votre expérience et donc en lui partageant des trucs et astuces qui vous ont aidé, en l'orientant éventuellement vers des professionnels, en étant là pour l'écouter quand il en a besoin, mais pas au péril de votre abstinence. Il faut rester à une certaine distance et ne pas vous oublier dans les problèmes de votre ami. Euh, Parce que voilà, ça peut être tendancieux, c'est-à-dire que voilà, cette personne, si elle est en début d'abstinence et qu'elle rechute, si vous êtes trop impliqué, eh bien vous risquez de le suivre. Et là, je parle par expérience encore une fois, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Au début, dans mes petites périodes d'abstinence, entre mes premières cures, j'avais déjà très à cœur d'aider les autres, mais j'ai plusieurs fois aidé au détriment de moi-même et finalement, j'ai replongé aussi. Alors, c'est pas que à cause de ça, mais en tout cas, à ce moment-là, ça m'a pas aidé du tout de faire ça. Donc, pendant un temps, j'ai pris de la distance et même à ma sortie de dernière cure, ma démarche était que, OK, nous sommes plusieurs à avoir fait cette cure, nous avons partagé des choses, on garde le contact. Mais si jamais l'une personne rechute, moi, en tout cas aussi dans mon début d'abstinence, je n'ai pas la force pour la porter. Par contre, je vais lui dire, écoute, bah tiens, rappelle à la cure, ils vont t'aider, ou va voir ton médecin, ou va voir ton psy, ou rappelle-toi des outils qu'on a utilisés en cure. Ça, oui, mais ça s'arrêtera là. Il faut, avant de moi faire cette formation et de commencer mes témoignages, j'y ai longuement réfléchi. Et surtout, ma question première était de savoir, est-ce que je suis suffisamment aguerrie dans mon abstinence que pour entreprendre cette démarche-là. Et encore, il y a des moments où, ben, oui, je dois prendre du temps pour me retirer, pour me dire, OK, là, je prends du temps pour moi, pour prendre un peu de distance, parce qu'évidemment, toutes les histoires que je rencontre font écho en moi. Et parfois, ça réveille des choses. Alors, la pratique et la formation professionnelle font qu'aujourd'hui, je peux gérer ça. Mais il m'a fallu en tout cas longtemps et une longue réflexion pour arriver à cela. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Donc, oui, c'est bon, ça fait du bien, ça aide, mais il faut prendre ses précautions et ne pas s'oublier dans l'histoire. C'est le plus important. Je vois alors. Ah oui, ici, c'est Serge qui me l'avait posé euh, voilà, en direct. Et alors, hum, ici. Oui, Nassira, je comprends très bien et si vous voulez, on pourra revenir euh, même en message privé si vous le souhaitez. Voilà. Je vais revenir. Oups, non. Je vais essayer de suivre vos commentaires par un autre biais qu'ici sur mon écran. Ça me semble un peu moins compliqué. On pourra revenir à... Ah, je vais le chiffrer. Voilà. Alors, ici je reprends. Rebonsoir. Je suis au tout début d'avoir posé le verre, mais plus j'avance, plus je me prends à chercher de la bière sans alcool, par exemple. Plusieurs canettes, je laisse les softs de côté. Un sabassage ou est-ce dangereux? Myriam, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si vous aviez l'habitude de consommer de la bière alcoolisée, enfin de la bière normale, euh, c'est dangereux dans le sens où votre cerveau, il a enregistré l'information qui est liée au goût de la bière. Il a enregistré l'information de l'ivresse. Et donc, vous allez lui donner des bières sans alcool. Au début, peut-être vous, ça vous soulage la pression de cette envie d'une bière qui vous tenaille. Et donc, en tout cas, juste avoir le goût, vous avez l'impression que ça vous soulage et très probablement que ça a cet effet-là. Mais le risque que vous prenez, c'est que votre cerveau, il a enregistré l'effet qui va derrière. Et donc, au bout d'un certain nombre, alors, chez certains, ça peut être après 2 bières, chez d'autres, ça va durer un temps, et chez d'autres, peut-être que ça se passera pas, en fait. Euh,
Mais en tout cas, vous prenez le risque qu'à un moment donné, votre cerveau, il n'en puisse plus et il vous réclame très, très fortement de l'alcool parce qu'il attend l'effet. Vous lui donnez, vous lui mettez la carotte sous le nez avec le goût, mais vous lui donnez pas l'effet qui est lié et lui, il comprend plus rien, surtout en début d'abstinence. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire, je sais que les soft Coca, Fanta, les traditionnels Coca, Fanta, Sprite et eau, c'est pas, mais voilà, commencez à jouer les alchimistes en boissons non alcoolisées, composées, faites-vous des thés mélangés avec des sirops, avec des eaux pétillantes. Il y a aujourd'hui, je pense, sur le marché suffisamment de softs différents que pour essayer d'y trouver. Et si vous n'y trouvez pas votre compte, faites-vous plaisir par la bouche parce que c'est important, cette symbolique de se faire plaisir aussi par la bouche, en mangeant une glace, en mangeant un gâteau, ou si vous êtes plus sucré, plus salé, pardon, mangez quelque chose qui vous fait plaisir. Mais moi, j'ai juste envie de vous dire, de vous inviter à cesser ça. Vous prenez des risques, oui, c'est certain. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, je pense que vous prenez des risques. Parce qu'aussi, derrière le goût, il y a la symbolique, il y a la canette, etc. L'addiction, c'est pas seulement l'addiction au produit, c'est un comportement addictif. Et donc, pour vous dire, moi, ça va jusque ici, par exemple, chez moi, euh, je n'ai plus de verre à vin. Et si je bois des softs, c'est dans des verres à soft. Parce que, voilà, notre cerveau est rudement bien fait et peut parfois être vraiment rudement vicieux. Et donc, moi, j'ai pas envie de prendre le risque, et ça n'implique que de commencer à boire du coca simplement dans un verre à vin. Moi, je m'en aperçois pas. Pour moi, c'est du coca, je bois du coca. Mais mon cerveau, lui, il a capté le verre à vin. Et il sait que normalement, dans le verre à vin, il y a du vin. Et que dans le vin, il y a l'ivresse. Moi, je prends aucun risque. Ça n'engage que moi. Vous m'avez demandé mon avis, je vous l'ai donné. Voilà. Euh, avec plaisir, Serge. Alors, oui, Myriam, le placebo, c'est-à-dire que oui, vous donnez l'illusion à votre cerveau qu'il va avoir une bière, mais en fait, c'est pas de la bière, parce que votre cerveau, comme je viens de dire, il a lié les faits. Pour vous donner un exemple que le directeur Armand citait souvent dans les discours communautaires qu'il faisait, ils ont mené, et pour vous montrer à quel point notre cerveau est puissant, ils ont mené des expériences aux États-Unis. Alors, c'est dans le domaine de la drogue, mais je pense qu'on pourrait adapter ça à n'importe qui, n'importe quelle addiction en tout cas. Et ils ont pris, je sais plus, 30, on va dire 30 personnes, et à 15 personnes, ils ont effectivement donné de l'héros. À 15 autres, ils ont donné vraiment un placebo. C'était juste une poudre, du sucre, je pense. Et eh bien, sur les 15 personnes qui ont eu un placebo, la majorité ont réagi comme si elles avaient consommé véritablement de l'héroïne. Donc, c'est dire à quel point le cerveau, il enregistre des choses. Et si vous lui donnez des stimuli qui lui font penser au produit, c'est ça. C'est comme une cuite sèche. Une cuite sèche, c'est quoi? C'est souvent, ça se produit quand on a rêvé d'alcool. Parce que on a rêvé du produit et on s'est mis en situation. Et donc, le cerveau, il a enregistré, il a provoqué ça. Euh, Donc, évitez de prendre, sortez vraiment, sortir de l'addiction, je le répéterai jamais assez, c'est mettre en place un changement de vie. C'est changer beaucoup de choses dans sa vie, dans sa manière de fonctionner et éviter les stimuli de toutes sortes. Il faut savoir que notre cerveau, notre inconscient, il capte énormément d'informations que nous, en conscience, on ne capte pas. Mais le cerveau, bien. Et donc, soyez vigilants en tout cas. C'est un conseil que je vous donne. Nacera, le baclofène. Eh bien, le baclofène, voilà, les avis sont partagés. Aujourd'hui, les études montrent que sur 100 personnes qui ont eu recours à ce produit, 50 chez qui ça a marché, 50 d'autres pas. Moi, personnellement, je l'ai utilisé, ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi? Parce que il faut savoir que en règle générale, pour atteindre les effets escomptés dans la prise de placebo dans le cadre d'un problème d'addiction, les doses sont assez importantes. Ce qui veut dire que chez certaines personnes, on se sent comme un zombie.
Et donc, c'est pas l'effet escompté. Euh, Chez d'autres personnes qui sont peut-être mieux accompagnées, je sais pas. Euh, j'ai rencontré un monsieur qui est, si je ne me trompe pas, président d'une association de personnes qui prennent du baclofène en France lors d'un débat auquel j'ai participé en février sur Antenne 2. Et oui, en voyant ce monsieur, l'enthousiasme avec lequel il parle de sa prise de baclofène et à quel point ça lui a changé la vie, euh, j'en ai parlé avec lui après l'émission. Il m'a dit, mais peut-être que vous n'avez pas été bien accompagné, peut-être, mais peut-être aussi simplement que ça ne fonctionne pas pour moi. Et de toute façon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quoi que ce soit, quelques médicaments que ce soit, quelques technique que ce soit, ça reste des béquilles pour vous aider dans une période de transition, pour atteindre une abstinence sereine et heureuse. Donc, voilà, moi, je vous donne mon expérience, je l'ai essayé, ça fonctionne pas. Et en plus, voilà, en France, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, en tout cas, voilà, ils ont décidé de ne plus autoriser à ce qu'on prenne d'aussi fortes doses. Donc, il va falloir voir aussi comment eh bien, les personnes réagissent avec des doses moindres. Euh, donc, voilà. Maintenant, rien ne vous empêche d'essayer de trouver un médecin qui vous accompagnera correctement avec ça. Mais gardez en tête que tout ça, ça ne reste que des béquilles. Euh, il n'y a pas de baguette magique. En tout cas, il n'y a pas de médicament magique et pas à l'heure actuelle en tout cas, euh, parce que ça ne dépend pas que d'une seule. Le fait que nous soyons alcooliques ne dépend pas que d'une seule chose. Et donc, il faut un accompagnement multidisciplinaire. Et, et, et je doute qu'un jour on trouve une pilule. Enfin, je le souhaite, hein, mais voilà. Le travail doit être fait de votre côté et bien accompagné. Mais moi, je reste persuadée, en tout cas, que nous avons tous en nous, la force et les compétences pour se sortir. Parfois, ben, il faut juste, à un moment donné de sa vie, tomber sur la bonne personne au bon moment euh, pour arriver à aller chercher ces ressources que nous avons en nous parce que la vie a fait qu'on les a enfouies tellement loin que tout seul, on n'est plus capable d'aller les chercher. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour ma part. Dans ma cure à Malmedy, ce sont eux qui m'ont accompagné à aller chercher ces ressources en moi. Mais je reste persuadée que tout le monde les a. Ça, je n'en doute pas un seul instant. Donc, voilà. Et Marie nous fait part, donc pour elle, les groupes de parole ont beaucoup aidé. Et c'est un sujet que j'ai donc un peu abordé aussi dans le live il y a 15 jours. Effectivement, les groupes de parole, les groupes d'entraide ont une grande importance dans notre chemin parce que c'est important d'aller rencontrer des personnes qui savent exactement de quoi on parle, qui peuvent nous écouter sans jugement et qui peuvent nous partager leurs expériences pour nous aider. En tout cas, voilà, nous dire ben, peut-être essayez ci, essayez ça, et des choses auxquelles on n'a pas pensé, ou nous orienter vers les bonnes personnes aussi, des professionnels. Donc, euh, c'est vraiment important, en tout cas. Alors, ça convient pas à tout le monde et comme je l'ai déjà dit aussi, si un groupe ne vous convient pas, essayez-en un autre. Ça ne dépend pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que les groupes d'entraide ne sont pas faits pour vous. C'est peut-être juste que les personnes qui sont là ce jour-là dans ce groupe-là, ben ça passe pas. Et ça nous arrive dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes avec qui le courant passe très bien. Il y a des personnes avec qui le courant passe pas. Et ben ne vous arrêtez pas là. Essayez un autre groupe ou retournez une autre fois dans ce même groupe si vous n'avez pas la possibilité de fréquenter un autre groupe. Essayez retournez alors une autre fois dans ce groupe-là. Euh, voilà. Mhm. Alors, reconstruction en VD. Salut Marcel. Alors, oui, donc Marcel nous fait ici part de son expérience également, qui a essayé des boissons sans alcool et elle dit, je déconseille fortement car je suis quasiment programmée. Et moi, je pense un peu la même chose. Marcel et Myriam.
Alors, je reviens sur un commentaire de Nacera. Oui, effectivement, la première démarche est de comprendre la fonction que l'alcool a dans notre vie. Hein, à quoi nous aide l'alcool? Qu'est-ce que l'alcool nous permet de faire? Et après, eh bien, ce n'est pas la volonté à laquelle nous allons avoir recours pour sortir de la dépendance, puisque le centre de la volonté dans notre cerveau est atteint, mais c'est la motivation. Et donc, c'est aussi, après cette étape-là, c'est de commencer peut-être à mettre noir sur blanc. Qu'est-ce qui vous motive à sortir de la dépendance? Pourquoi, à un moment donné, vous vous êtes posé la question, mais il faudrait bien que j'arrête de consommer parce que ça va plus. Qu'est-ce qui fait? Et quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre en arrêtant de boire? Ben, ça peut être se sentir mieux physiquement, ça peut être retrouver une harmonie familiale, retrouver un emploi. euh, et cette motivation n'est pas, ces motivations ne sont pas figées, elles évoluent au fil du temps. Euh, donc voilà, ça c'est des premiers jalons à poser peut-être en début d'abstinence. Voilà. Un Luxembourg incompatible avec le travail, je sais pas. Personnellement, je ne connais pas Léa à Luxembourg, donc voilà. Euh, Voilà, je vais juste retourner euh, au message privé pour voir si j'ai d'autres messages, d'autres questions. Non. Voilà, alors je pense que bah, si vous n'avez plus d'autres questions, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Et je propose de vous retrouver en septembre pour un nouveau live. Et d'ici là, ben, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez bienveillants envers vous-même, envers les autres et pensez positif. À bientôt!